Bonjour et bienvenue dans Outdoor Minds. La chance, c'est ce petit quelque chose d'imprévisible qui change tout. Un alignement de circonstances, une rencontre inattendue, un moment où tout bascule. Mais est-ce vraiment un hasard ou une aptitude à saisir l'instant, à oser au bon moment? Je suis Armelle Solélac, serial entrepreneur, investisseuse et double tour du mondiste. Pour cette 7e saison, nous partons à la rencontre de celles et ceux qui ont croisé la chance ou qui l'ont provoquée. Athlètes, entrepreneurs, investisseurs, ils nous racontent les coups de bol, les signaux faibles et les carrefours invisibles où tout s'est joué. Allez, c'est parti pour une nouvelle rencontre. Cet épisode d'Outdoor Minds vous est offert grâce au soutien d'Above & Beyond, le fonds d'investissement Early Stage, spécialiste des secteurs du tourisme, des sports et des loisirs. Bonjour à tous, aujourd'hui nous avons le plaisir d'accueillir Thibaut Vellard qui est directeur général Ironman France et Belgique. Bonjour Thibaut. Bonjour Armelle. Alors Thibaut, est-ce qu'il y avait dans ton enfance des signes précurseurs de la tournure qui a pris ensuite ta carrière professionnelle ? Alors, je sais pas s'il y avait des signes précurseurs, mais clairement, le sport faisait partie intégrante de ma vie. Du matin au soir, il fallait que je tape dans une balle, dans un ballon, que j'aille courir. Donc clairement, depuis le plus jeune âge, le sport est une passion. Après, de là en faire un métier, je pense que quand on a 10 ans, on aspire plus à être pompier, gendarme ou sportif de haut niveau, mais pas forcément à travailler dans l'industrie du sport. Mais en tout cas, voilà, c'était en moi. Je suis dans une famille qui aime le sport, mais enfin, mon papa a toujours lu l'équipe et regardé ce qui pouvait passer à la télé en sport. Donc j'ai aussi un peu bercé dedans. Mais il n'y avait pas forcément de signes avant-coureur. J'ai grandi dans une ferme où on était agriculteur de père en fils, en petit-fils, etc., etc. Je pense depuis des générations, et je suis le premier à casser la lignée. Donc a priori, j'étais plus destiné à être agriculteur à la base que bosser dans l'industrie du sport. Mais cela dit, les années passant, on va dire que les premiers signes sont arrivés en école de commerce où, je sais pas si c'est un vrai signe, mais j'ai pris la présidence du bureau des sports et je pense que tu mets un premier pied à l'étrier. Certes, t'es toujours étudiant, mais en gérant une équipe, en gérant des activités sportives, c'est un peu le début du métier que je fais aujourd'hui, mais vraiment à une toute autre échelle. Donc, je pense que c'est peut-être les premiers signes vers l'âge de 18-19 ans où c'est arrivé, quoi. Alors justement, est-ce que tu peux nous raconter les grandes étapes entre le bureau des sports en école de commerce jusqu'à aujourd'hui ? Ouais, alors donc du coup école de commerce parce que comme beaucoup de jeunes, je savais pas vraiment ce que je voulais faire quand on doit choisir qu'on passe le bac à 17 ans. Du coup tu choisis un peu par défaut en disant ça me fermera moins de portes et ça me laissera le temps de voir venir ce que j'ai envie de faire. Donc école de commerce à Angers. Passage par le bureau des sports, comme je viens de le dire, où là, ça m'a vraiment donné le goût du... je pense que c'est ce que j'ai envie de faire. J'ai envie d'allier ma passion et mon travail, ce qui est une réelle chance, je pense. Du coup, les stages, parce que donc c'était une école de commerce en 5 ans, les stages ont toujours été orientés un peu dans cette industrie-là. Je fais un stage de vente, typiquement dans un magasin de sport. J'ai fait mon stage de fin d'études à la Coupe du Monde de rugby en France en 2007. Où là, je pense que c'était pour moi le premier point marquant, on va dire, dans ma carrière. Le job en soi était intéressant, mais pas incroyable, mais c'était plus de mettre un pied dans une organisation à l'époque gigantesque, même si la Coupe du Monde de rugby depuis 2007 a pris une toute autre envergure, mais qui à l'époque était déjà faisait partie des plus gros événements planétaires. Et donc j'ai eu la chance de faire partie de cette aventure-là, et c'était surtout aussi de créer un réseau, commencer à créer un réseau. Parce que je me suis rendu compte que la plupart des têtes pensantes de cette organisation avaient déjà fait les championnats du monde d'athlètes par le passé, la Coupe du monde de foot en 98, etc., etc. Et en gros, se recyclaient d'événement en événement. Donc, je me suis dit que c'était important pour moi de rester en contact avec des gens comme ça et que créer le réseau, surtout dans un univers assez petit, assez niche, où tout le monde se connaît. Je pense que c'est clé. Parce que quand tu travailles bien, ça se sait vite, et quand tu travailles moins bien, ça se sait aussi vite. Donc c'était à moi de faire mes preuves pour pouvoir tout de suite rebondir. Donc fin de Coupe du Monde de rugby, fin 2007,
on était pas mal sur le carreau à la fin de la Coupe du Monde, évidemment. Donc un peu ce qui se passe aujourd'hui avec Paris 2024. Puissance 10, je pense, par rapport à la Coupe du Monde de rugby. Donc moi, il fallait tout de suite que je rebondisse fin d'année 2007. Et j'ai réussi à trouver du boulot tout de suite dans une des boîtes qui me faisait rêver. C'est vrai que quand j'ai commencé à vouloir travailler, il y avait deux événements qui me faisaient rêver en bon français. Et tennisman que j'étais, c'était Roland-Garros. Et le deuxième, c'était le Tour de France. J'ai réussi à rentrer directement chez ASO, Amaury Sport Organisation, qui est donc propriétaire et organisateur du Tour de France, notamment, en plus de la pelletée d'événements qu'ils ont. Donc j'ai réussi à rentrer sur la partie partenariat média et à bosser sur tous les événements ASO. Et ça, c'était vraiment top, parce que ça va du Dakar, donc rallye auto, au Tour de France, tous les événements de vélo, Paris-Roubaix, Dauphiné, etc., mais aussi du golf. À l'époque, il y avait de l'équitation, il y avait du mass event, donc marathon, l'étape du Tour, etc. Donc vraiment, pour moi, c'était un rêve que je réalisais je sais plus, en 2008, j'avais 23 ans, même pas 23 ans, 22 ans, je rentrais en CDI chez ASO à 22 ans pour mon premier job, et je cochais déjà une case que j'avais envie de cocher d'un point de vue professionnel. Donc j'ai fait mes armes chez ASO pendant quasiment 8 ans, en changeant de service, où à la fin j'étais en charge des épreuves grand public, mais de la partie running, donc marathon de Paris, semi de Paris. On venait de reprendre Running Lyon, qui aujourd'hui, je crois, a pas loin de 40 000 participants. Running Marseille, les 10 km de l'équipe, qui, je crois, aujourd'hui ont changé de nom. Donc voilà, il y avait un pan en running que je gérais avec, au global, on devait être à un peu plus de 100 000, 120 000 runners sur l'année, donc assez conséquent. J'ai fait ça donc pendant 7-8 ans chez ASO, et puis un jour... coup de téléphone d'un cabinet de recrutement, ça m'était encore jamais arrivé. C'était plutôt l'inverse d'habitude, toi qui es à l'affût de ce qui peut se passer. Encore que chez ASO, je m'y plaisais bien, hein. C'est une belle boîte avec pas mal d'opportunités et une très belle école surtout, que ce soit en France et dans le monde, dans l'univers du sport. Et donc coup de téléphone d'un cabinet de recrutement qui me dit voilà, une entreprise à Singapour cherche un profil comme le tien pour organiser notamment le marathon de Singapour. Singapour, je savais à peine le placer sur une carte. Mais j'approchais des 30 ans et avec ma femme, on en a discuté. On s'est dit tiens, ça peut être une opportunité. Aujourd'hui, on est à Paris. Même si on se plaît à Paris, pourquoi pas aller voir ailleurs. Et donc j'ai fait tout le process de recrutement et je suis allé là-bas voir un peu la boîte, discuter avec les gens et tout s'est très bien passé. Et finalement, ça s'est fait. Donc 2014, je débarque à Singapour pour une petite agence qui s'appelait Spectrum Worldwide, et qui organisait notamment le marathon de Singapour pour le compte du gouvernement, mais aussi d'autres événements running et cycling à Singapour, mais aussi en Asie du Sud-Est, donc aux Philippines, en Thaïlande, au Vietnam, etc. Donc je fais ça, et au bout d'un an et demi peut-être, le propriétaire de l'agence, j'étais un peu son bras droit en quelque sorte, quoi, le directeur des opérations, et il me prend dans un bureau, il me dit voilà, l'agence va fermer, on n'a plus de liquidité. Et là, moi, je venais de bouger ma femme à Singapour depuis 1 an et demi. On venait d'avoir un enfant, une fille là-bas, et je me dis, oups, là, je suis un peu dans le caca pour rester poli. J'ai tout changé ma vie pour venir m'installer ici. Et j'avais pas prévu au bout d'1 an et demi de rentrer, surtout dans ces conditions-là. Donc là, tu te mets en mode commando pour essayer de sauver ta peau, sauver aussi la peau de la dizaine de salariés qui étaient dans l'agence, et par connexion ricochet, je rencontre le boss d'Ironman en Océanie à cette époque-là, qui souhaitait installer des bureaux, pourquoi pas en Asie, mais à horizon 1 an. Et on discute et je lui dis écoute, il y a une opportunité, etc. Et moins d'un mois après, Ironman rachetait l'agence pour laquelle je travaillais et récupérait le marathon de Singapour. Et donc je suis devenu salarié Ironman comme ça en 2016, sans forcément changer de cadre, puisqu'on a gardé les bureaux, on a gardé les événements qu'on avait, sauf que tu passes d'une petite agence singapourienne à je deviens salarié d'Ironman, qui est un des mastodontes dans l'univers sport, mass event et sport business. Donc plutôt content de ce move. Je continue de faire mon travail, plus on a quelques événements Ironman en Asie du Sud-Est, sachant qu'à l'époque on était propriété du groupe Wanda, qui est un groupe chinois, donc l'Asie et la Chine faisaient partie des priorités. Donc ça grandit pas mal dans le bureau.
Et puis 2019, ça faisait 5 ans déjà qu'on était à Singapour. J'avais eu 2 enfants nés là-bas, et ma femme me fait un petit coup de coude en disant bon, ça serait peut-être bien qu'on rentre à la maison. Nos enfants, on voit pas beaucoup la famille, et 5 ans, on a fait le tour de la question à Singapour, même si professionnellement, moi, ça se passait très bien. Donc voilà, donc j'ai discuté avec Ironman et réussi à rentrer en France en fin 2019, juste avant le Covid. Tu vois, on a eu on a eu le nez creux sans le savoir, puisque je pense que si j'avais été resté à Singapour, les conditions étaient quand même assez différentes de l'Europe, où voilà, en Europe, tu avais le chômage partiel qui était utilisable pour les entreprises. Donc à Singapour, c'était pas le cas. Donc bon move. Je rentre en France pendant 1 an. Je travaille plus sur la partie commerciale pour Ironman, sur les événements français, mais pas que, au niveau global aussi. Et au bout d'1 an, on me propose de prendre la direction générale d'une région d'Ironman, donc France-Belgique, que j'accepte évidemment parce que ça ressemblait plus à ce que j'aimais faire, à ce que je savais faire, plutôt que du commercial. Et donc aujourd'hui, je suis directeur général pour Ironman sur une partie de l'Europe, avec le pays principal qui est la France, mais aussi la Belgique. Et je gère des licenciés à Oman et au Maroc. Et ça, donc depuis 2021. Et le job évolue tranquillement, puisque on connaît une croissance. Alors on a eu une période difficile forcément dans le sport outdoor en 2021, même 22 post-Covid, mais depuis c'est bien reparti. Donc on fait grossir à la fois l'entreprise dans sa globalité, mais aussi le territoire que j'ai en charge. Et la France connaît une forte croissance à l'heure actuelle sur le triathlon et sur le sport outdoor. Voilà pour te récapituler ma carrière depuis les débuts. Alors justement, est-ce que tu peux présenter un peu Ironman, qui est quand même d'abord un format de course et ensuite qui est devenu une entreprise, une marque puissante? Ouais, complètement. Alors tu l'as dit, c'est une marque très puissante, et avant de te la présenter, je pense qu'on est une des rares marques à être tatouée, puisque si tu viens sur une course Ironman, au départ, il n'y a pas de statistiques officielles, mais je pense qu'on a bien entre 2 et 5% de nos athlètes qui sont tatoués, et pas le petit tatouage Malabar que tu mets sur la peau et qui s'en va au bout de 2 jours. Tatoué définitivement avec le fameux M-Dot, le logo Ironman, sur l'omoplate, sur le mollet, etc. Donc ça, je pense que c'est assez unique, et ça te montre la force de la marque. Mais pour répondre à ta question plus clairement, Ironman est né en 1978 du côté de Hawaï, petite île perdue dans le Pacifique, île américaine. Et comme souvent, un projet né autour d'une bière, d'une soirée un peu arrosée. Des cyclistes, nageurs et coureurs se disputaient pour savoir qui était le plus fort. Et ils se sont dit, bah tiens, on va enchaîner les 3 sports et on va utiliser des événements iconiques de la région. Donc il y avait une course de natation qui fait 3 km 8. Donc ils ont pris ça comme référence pour la nage. Le tour de l'île faisait 180 km et la distance reine à pied, c'est évidemment le marathon, 42 km. Donc ils ont enchaîné les 3. Je crois qu'au départ de la première, il devait être 16 ou 17. Taré, on peut le dire, à se lancer dans l'aventure. Et voilà, c'est comme ça que c'est né. Pendant quelques années, ça a, on va dire, vivoté. Il y avait quelques hurluberlus qui faisaient ça du côté de Hawaï. Et puis ça a commencé à prendre de l'ampleur parce que t'as un média américain qui a entendu parler de ces fous du côté de Hawaï, et qui est venu médiatiser ça au début des années 80. Et puis ça a pris de l'ampleur au fur et à mesure. Donc aujourd'hui, le format Ironman, ce que je te disais, c'est enchaîner 3 km 8 de natte, 180 de vélo et 42 km à pied. Dans les années 2000, on a créé le format qui s'appelle 70.3, parce que c'est 70,3 miles en cumulé, et c'est la moitié d'un Ironman. On dit aussi dans le jargon un semi-Ironman, qui permet d'être un peu plus accessible, et généralement tu vas aller te faire les dents sur ce format-là avant d'aller te chauffer sur le format Ironman. Donc aujourd'hui, on a ces 2 formats-là. On a des courses partout dans le monde, dans plus de 50 pays dans le monde, et beaucoup en Europe notamment. Et on doit faire à peu près 200 courses entre le format 70.3 et le format Ironman dans le monde. On fait courir pas loin de 300 000 athlètes sur ces formats-là. En France, tu vois, j'ai 7 épreuves plus les championnats du monde. En Belgique, j'en ai 1. Enfin, j'en ai 2 parce que j'ai un format encore un peu plus court, qui est très rare, qu'on ne fait que peu souvent. Et voilà, et on est passé d'un format, si tu veux, au tout début de la création. Alors, au début, il y avait qu'une épreuve à Hawaï, et puis après, il y en a d'autres qui sont venus en Nouvelle-Zélande, en Afrique du Sud, en Europe. Au début, c'était un format un peu, enfin pas un peu, même complètement franchisé, où si tu veux, une entreprise locale achetait le droit d'utiliser la marque Ironman et créer ces événements.
Et puis dans les années 2010, au moment où le premier fonds américain est entré, on a complètement modifié le format et racheté les franchisés. Et aujourd'hui, on est propriétaire et organisateur de la plupart de nos événements. On fonctionne toujours au format franchise/licence sur les pays qu'on maîtrise moins. Donc ça va être en Asie, par exemple, en Amérique du Sud, en Europe de l'Est, au Moyen-Orient. Donc ça, ce sont des franchisés. Donc nous, notre job, il est de les accompagner pour faire en sorte que si toi, Ahmed, tu viens faire un Ironman, je sais pas moi, aux Philippines ou en France, bah tu vois pas la différence. T'as pas à savoir si c'est un franchisé ou si c'est un événement dont on est propriétaire. Donc de faire en sorte que les standards Ironman soient appliqués partout sur tous nos événements. Et moi, c'est ce que je fais notamment à Oman ou au Maroc avec mes équipes. On accompagne le licencié pour l'aider à organiser un événement qui corresponde aux standards Ironman. Voilà l'entreprise et ce qu'on fait aujourd'hui. Alors, je voudrais juste revenir un tout petit peu sur le format de l'épreuve. Tu l'as dit, c'est 17 fous au départ. Moi, j'ai eu la chance d'aller à Kona et je voudrais quand même amener quelques précisions. C'est pas juste nager quelques kilomètres dans l'eau, c'est nager quelques kilomètres dans les vagues à Hawaï, parce que ça peut être le départ et l'arrivée peuvent être quand même assez costauds. C'est aussi pédaler sur une route qui passe au milieu de la lave et donc en fait, quand il fait chaud, ben ça renvoie énormément la chaleur et c'est épuisant. Et c'est aussi courir sur un parcours qui est épuisant. Donc c'est pas juste faire 3 épreuves comme ça. Non, évidemment. Après, c'est pour simplifier et schématiser. Complètement. Alors, est-ce que tu peux nous dire en quoi consiste ton métier aujourd'hui au sein d'Ironman? C'est quoi ton quotidien quelque part? Si t'en as un d'ailleurs. Ouais, alors je me déplace pas mal. Mon quotidien, il y a pas une journée type, mais déjà, il y a une équipe à gérer, donc de faire en sorte que tout se passe bien au sein de l'équipe, que chacun ait les outils et l'accompagnement nécessaire pour atteindre ses objectifs. Vous êtes cool. On va dire hors saison, on est une petite vingtaine, et pendant la saison, on est une grosse vingtaine avec des renforts, stages, alternances, etc. Mais à l'année, on tourne à 17-18 salariés. Évidemment, notre job premier, c'est de livrer les événements dont nous avons la charge. Donc, je te disais, en France et en Belgique, on a, pour te les citer dans l'ordre chronologique, on va commencer la saison avec Oman. Ça, c'est un franchisé, mais Oman au mois de février. On va avoir ensuite Aix-en-Provence au mois de mai. Tours début juin, on enchaîne ensuite avec Nice et les Sables d'Olonne, on va à Vichy au mois d'août, ensuite on a les championnats du monde et la Belgique qui sont début septembre, et on va finir à Oman et au Maroc au mois d'octobre et en décembre. Donc voilà, ça fait, tu vois, une douzaine de week-ends sur l'année, et de faire en sorte que ces week-ends soient bien gérés, qu'on puisse accueillir les athlètes dans les meilleures conditions, qu'on leur permette de pratiquer leur passion qui est le triathlon dans des conditions premium. Donc ça, c'est évidemment un de nos objectifs, et les équipes sont là pour planifier les événements, les livrer, s'améliorer aussi, puisqu'on écoute beaucoup nos clients sur comment est-ce qu'on peut toujours faire mieux. Moi, dans mon job, il y a aussi une grosse partie de business développement, c'est-à-dire d'essayer de trouver des nouvelles destinations. Ce que je te disais tout à l'heure, une fois le Covid bien derrière nous, aujourd'hui le sport outdoor a le vent dans le dos, et il y a de plus en plus de gens qui s'y mettent. On le ressent puisque nos épreuves par le passé étaient déjà sold out, mais en plusieurs mois aujourd'hui nos épreuves sont sold out en quelques jours voire semaines. Donc il y a une grosse ferveur, un gros engouement autour du sport outdoor et notamment du triathlon. Je crois que c'est la fédération de triathlon, c'est celle qui a le plus bénéficié de la croissance post JO 2024. Donc forcément nous aussi on en bénéficie. Donc de trouver des nouvelles destinations, donc rencontrer des maires, des agglos, des métropoles, des départements, des régions pour essayer de les convaincre d'accueillir une épreuve Ironman sur leur territoire, de rencontrer les maires et autres décideurs des épreuves existantes, parce qu'on doit aussi renouveler nos contrats tous les 3, 4, 5 ans, donc tu arrives rapidement à devoir faire ces renouvellements, c'est entretenir aussi des bonnes relations avec eux, et puis c'est rencontrer aussi mes collègues d'autres régions pour partager ce qu'on peut avoir en best practice, voilà, etc. Donc c'est ça les principales tâches de mon métier, et de faire en sorte que Ironman sur mon territoire se porte du mieux possible.
Quand on gère une société ou une partie d'une société événementielle, il y a des tas de choses qu'on maîtrise évidemment, mais il y a aussi des facteurs qui sont liés, qui sont inhérents à l'événementiel. Est-ce que pour toi, il y a des moments où dans ta carrière ou sur des événements où tu t'es dit waouh, là j'ai quand même eu vraiment de la chance? Oui, alors oui, j'ai de la chance plus par rapport aux autres. C'est-à-dire que nous, on a la chance d'être dans un pays où déjà qui est beau. Donc quand on lit nos événements, on est souvent sur des sites assez spectaculaires ou en tout cas agréables à travailler, à maîtriser. Tu vois ce que tu me dis, ça me fait penser à mon collègue qui m'a envoyé une photo, une vidéo du Pays de Galles où ils ont leur zone logistique qui est sous 15 cm d'eau. Et ben typiquement, nous, ça nous arrive rarement. Et là, j'ai une forte pensée pour mes collègues british qui, eux, se tapent ça tous les week-ends d'épreuves, ont des tempêtes et de la flotte, etc., etc. Nous, on a eu de la pluie, mais c'est l'aléa qu'on maîtrise le moins malheureusement. Et quand tu fais du sport outdoor, bah t'es dépendant de la météo. Tu peux avoir des contingency plans A, B, C, D, E, F, G, H autant que tu veux, mais parfois la météo bah te fait sortir de tous tes plans et tu dois pas improviser, mais tu dois faire avec. Et ben nous, tu vois, cette année, on s'est dit avec l'équipe, bah on a vraiment eu de la chance parce qu'on a eu une météo incroyable sur la totalité de nos événements. Et quand je dis incroyable, ça peut être le temps parfait le dimanche, et une fois l'épreuve terminée, boum, le lundi, gros orage, grosse averse. Et bah ça, à un jour près, tu vois, ça aurait pu vraiment, vraiment changer la donne. Et à la fois pour toi, organisateur, mais aussi dans la perception de ton épreuve, t'as beau tout mettre en place de la même manière sur ton événement, bah, qu'il fasse beau ou pas beau, ça change la perception de la qualité de l'événement pour ton athlète, alors que tu as fait le même travail, tu vois. Donc je me suis plus dit on a eu de la chance plutôt qu'on n'a pas eu de chance. Et c'est vrai que on a fait, tu vois, on a Nice par exemple cette année, il a fait très chaud. Bah, tu mets les choses en place, tu mets plus de glace, plus d'eau, des points où tu vas arroser les athlètes, etc., pour essayer d'atténuer, si tu veux, cette chaleur, même si tu peux pas faire grand chose d'autre. Tu peux renforcer tes équipes médicales parce que tu sais que tu vas avoir plus d'athlètes qui vont finir au poste médical parce que des gros coups de chaud. Mais jamais on s'est dit waouh, c'était horrible. Là, franchement, on est passé à côté de quelque chose de terrible. On apprend à gérer aussi le stress que peut engendrer les conditions météo ou des aléas que tu peux avoir. Ça peut arriver de faire des erreurs, hein. Mais avec l'expérience, et on est une équipe hyper expérimentée, tu as fait face à pas mal de situations. Tu sais généralement analyser et prendre la décision qui va te permettre de mieux gérer le stress ou la situation face à laquelle tu es, quoi. Alors, toi qui as eu en quelques semaines seulement à retrouver un repreneur pour l'agence qui t'avait employé à Singapour, ou qui a eu le nez creux pour rentrer en Europe juste avant une crise sanitaire majeure, est-ce que tu crois à la chance ou est-ce que tu penses qu'on la provoque quand même un peu? Alors là, tu poses une bonne question et moi j'ai ma réponse. Pour moi, la chance, ça se provoque, clairement. Tu peux pas attendre les bras croisés toute ta vie en espérant qu'elle vienne. Tu vois, typiquement, je parle pour moi, hein, mais j'ai fait le choix de partir à Singapour alors que j'avais une bonne situation à Paris. Ma femme avait un job, d'ailleurs, elle gagnait bien mieux sa vie que moi et elle progressait très rapidement dans son entreprise. Moi, j'étais chez ASO, qui est quand même la référence en France dans l'univers du sport. Donc, tous nos chemins étaient tracés pour voilà faire carrière à Paris ou en région parisienne. Et ben on s'est mis un petit coup de pied aux fesses et on s'est dit bah pourquoi pas bouleverser notre vie, partir de quasiment de zéro et aller à Singapour. Donc ça on l'a provoqué, tu vois. On a pris un risque. Alors le risque, il aurait pu être ruiné au bout d'un an et demi, mais pareil, tu vas essayer d'aller provoquer la chance. J'ai rencontré pas mal de gens et dans ces gens il y a eu notamment ce type qui au final m'a bien aidé par le futur. Mais je reste persuadé que la chance ça se provoque. Est-ce que tu laisses une certaine place à l'intuition ou à des synchronicités dans tes choix ou à des rencontres fortuites? Tu peux pas tout maîtriser, tu peux pas tout contrôler, donc parfois il faut se laisser aussi un peu aller là où ça va te mener. Et je pense qu'avec l'expérience et tout ce que tu as pu vivre, tu sais aussi te laisser mener aux bons endroits.
Moi, j'essaye de rencontrer aussi un maximum de monde pour comprendre ce que chacun fait, comment ça pourrait m'apporter dans mon travail au quotidien. Pas forcément utiliser ces personnes, mais plus de comprendre ce qu'ils font et de recopier ce qui peut être fait dans une autre industrie ou dans une autre entreprise ou sur un tout autre métier. Je pense que chacun a des choses à apporter, donc j'essaie de provoquer un maximum de rencontres, tout comme rencontrer pas forcément des gens qui ont une expérience pro, mais j'aime aussi bien rencontrer des étudiants, voir comment les choses évoluent. Je sais qu'il y en a souvent qui me contactent, tu vois, pour me poser des questions sur comment j'en suis arrivé dans ma carrière, ce que j'ai fait, les étapes que j'ai franchies, etc., etc. Et moi, j'aurais aimé aussi, quand j'étais plus jeune, pouvoir avoir ces réponses-là, donc j'aime bien aussi le faire. Donc voilà, ouais, non, j'essaie de provoquer un maximum de rencontres de mon côté aussi. Et est-ce qu'il y a des moments dans ta vie ou un moment en particulier où tu t'es senti vraiment aligné, où tu t'es dit là je suis au bon endroit, au bon moment? Tout le temps. Non, sincèrement, j'ai de la chance. En tout cas, je suis quelqu'un de très optimiste et je vois toujours le verre à moitié plein. Donc, je m'estime chanceux et je m'estime heureux. Et évidemment, ta motivation, elle peut avoir des hauts et des bas. Hein. Tu peux pas être toujours au top du top ou avoir tout le temps que du positif dans ta vie, qu'elle soit pro ou perso. Mais je fais en sorte que ces moments-là durent le moins longtemps possible et de me rebooster derrière et toujours trouver des petits challenges qui te permettent d'avancer. Donc ouais, franchement, j'essaie de prendre du recul aussi sur ma situation et de me dire que bah voilà, j'ai la chance de faire ce que j'aime, de prendre du plaisir à faire ce que j'aime, de prendre du plaisir à faire ça avec des gens que j'apprécie. Et ça, je pense que c'est hyper important aussi. L'environnement dans lequel tu le fais et les gens avec lesquels tu le fais amènent beaucoup. Et ça aussi, ça se provoque. Tu vois, tu peux avoir des gens avec qui tu peux t'entendre un peu moins bien, mais de faire en sorte que voilà, ce soit un tout, ce soit une équipe, ce soit une osmose. Et qu'il y a un équilibre qui fasse que au final tu apprécies les conditions dans lesquelles tu travailles. Donc non, j'apprécie chaque moment en toute honnêteté. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de faire une grosse erreur ou de rater ta chance et surtout qu'est-ce que tu en retiens? Je pense que des erreurs on en fait tous, des grosses erreurs. J'ai pas souvenir d'avoir fait des grosses erreurs. Et j'aime pas l'erreur individuelle. Si tu veux, j'aime pas pointer du doigt. Alors, tu peux en avoir fait une, mais ou quelqu'un d'autre peut en avoir fait une. Mais in fine, c'est généralement une approche de groupe. Et l'idée, c'est de trouver des solutions pour éviter que ces erreurs, grosses ou petites soient-elles, pour éviter de les refaire. Et j'estime qu'on a le droit à l'erreur aussi. On n'a pas les clés pour tout, pour toutes les questions, pour toutes les solutions, mais on se doit de chercher, on se doit de tâtonner, et parfois de faire des erreurs. Mais encore une fois, l'erreur, elle doit rester un one shot, et tu dois faire en sorte qu'elle ne se reproduise pas. Donc, j'ai vraiment pas souvenir de me dire putain là j'ai fait une catastrophe, ou c'est la catastrophe. C'est peut-être aussi mon côté optimiste qui fait que plutôt que de voir l'erreur, je vais essayer de voir la solution qu'il y a à régler ce problème. Mais non, je me suis jamais retrouvé vraiment dans cette situation-là. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné? C'est d'être patient, je pense, et c'est souvent celui que je donne aussi. Encore une fois, la chance se provoque, mais il faut aussi être patient. Parfois, dans ton job, il y a des choses que tu n'aimes pas faire. Je connais personne qui fait que des tâches et des missions qui le passionnent. Il y a forcément des points que tu aimes moins, mais qu'il faut faire. Il y a des moments dans ta carrière où tu vas peut-être te dire je suis pas à ma place, mais tu sais où va être ta place et donne-toi les moyens et la patience d'y arriver. Parfois, attention, je juge pas. Parfois, il y a des situations où t'es clairement pas au bon endroit et il faut savoir rebondir. Mais je pense aussi qu'il faut savoir être patient et saisir sa chance et son opportunité au moment où elle vient. Et j'ai l'impression qu'on est dans je vais pas faire le vieux jeu ou quoi au caisse, mais j'ai l'impression qu'on est plus dans une ère où aujourd'hui ça me plaît pas, boum, je m'en vais, j'essaie autre chose.
parfois c'est la bonne décision et c'est peut-être la bonne méthode, mais je pense que parfois c'est aussi bien d'être patient et de se laisser une chance et d'apprendre aussi, hein, même sur des choses qu'on n'aime pas faire, hein, c'est important, d'apprendre et de choper l'opportunité au moment où elle se pointe. J'aime beaucoup que tu dises ça parce que l'événementiel, vu de l'extérieur, ça semble super glamour, plein de paillettes, mais en fait, il y a énormément de choses qui sont très difficiles dans ces métiers-là, et ça fait partie intégrante de ces métiers. Et complètement, et c'est tu vois, au moment où on recrute, souvent, on va dire les plus jeunes qui n'ont pas forcément trop touché encore à ce métier-là, souvent ils se disent putain, ils sont tout le temps sur le terrain, c'est trop bien à livrer des événements, mais en fait non. Livrer un événement, c'est allez 10-15% de notre temps, mais 90 presque % de notre temps, c'est de la préparation. Et de la préparation, bah c'est des devis avec des fournisseurs, c'est de la prépa sur des fichiers Excel, des PowerPoint, etc., etc. Donc c'est du travail sur l'ordi. Certes, tu travailles sur un produit ou un projet qui va peut-être te passionner, mais ça reste malgré tout de la bureautique ou un métier comme beaucoup d'autres. Et oui, le reward à la fin, c'est d'aller sur le terrain et c'est de livrer et de concrètement toucher, voir ce sur quoi tu as travaillé pendant des semaines et des mois. Mais c'est pas que ce côté glamour de je suis sur le terrain, je fais de l'événementiel. Comment tu vois les choses pour les 10 prochaines années dans le secteur du sport et de l'événementiel sportif ? Écoute, encore une fois, je suis plutôt optimiste. On est en ce moment sur un trend vraiment assez incroyable. Tu vois, 2019, pour nous, c'était une année référence, pré-Covid, même début 2020, où je te parlais de nos événements sold out, où il y avait un gros engouement. Évidemment, ça a pris une énorme claque pendant le Covid. Et là, on est en train de revenir sur des niveaux qui sont même supérieurs à ce qu'on a connu pré-Covid. Donc, en tout cas, 10 ans, c'est très difficile de prévoir, en toute honnêteté, parce que on a une vision plus globale et je vais pas te le cacher, hein, des conflits, au-delà de ce que ça peut représenter d'un point de vue humain, les conflits qu'il peut y avoir en Palestine, en Ukraine, etc., qui sont totalement horribles, mais ça peut avoir un impact sur le développement d'une activité, tout simplement. Et donc ça, t'es pas à l'abri d'événements imprévus comme ça. Donc 10 ans, ça me paraît très lointain. Mais en tout cas, sur les 3 à 5 prochaines années, on sait qu'on a encore un très fort potentiel de croissance. Et c'est tant mieux parce que je pense que le sport outdoor est un domaine plutôt sain, hein. Tu mets des gens à une activité physique, c'est plutôt vertueux. T'as tout un écosystème qui vit autour de ça, où tu vois, il faut acheter du matériel, vélo, course à pied. Et moi, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Il y a aussi des secteurs un peu plus niches, tu vois. Je pense notamment à Aerox, où on a eu pas mal de courses à obstacles par le passé, où ça a été des gros cycles. Mais c'est très bien d'avoir des variantes à la course à pied, le vélo ou le triathlon, on va dire, qui sont les sports ancestraux de l'outdoor, mais tu vas avoir des variantes type course à obstacles, color run qui étaient plus des loisirs, Aerox, CrossFit, tu vois, toutes ces choses-là qui sont en train de pas mal exploser. Nous, on a une croissance constante et on reste un sport certes niche par rapport à la course à pied, mais un sport quand même qui est installé depuis plus de 50 ans, enfin 50 ans pour Ironman bientôt. Donc j'ai confiance en l'avenir et je pense qu'on va continuer de grossir. Après, t'as aussi la partie trail sur laquelle on est pas mal investi, où on pourrait voir ça comme une variante de la course à pied, et pareil qui est en train d'exploser complètement. Donc non, je pense qu'il y a encore pas mal de choses à faire, à explorer, pas mal de gens à mettre au sport, parce qu'il y en a encore beaucoup qui n'en font pas, mais de moins en moins, et ça c'est bien. Donc à la fois sur le développement de nouvelles destinations, de nouvelles variantes de sport, mais aussi sur le marché global et les clients potentiels, où il y en a encore beaucoup qui peuvent venir découvrir nos sports. Donc je crois beaucoup en l'avenir du sport outdoor. Est-ce que tu aurais un conseil de livre à lire ou de documentaire ou de film à regarder ? Je lis malheureusement très peu au grand désarroi de ma femme, donc je voudrais pas donner de conseils là où je ne m'applique pas ces lectures. Je suis un gros fan de sport, donc moi j'ai adoré regarder il doit y en avoir 15 des saisons, je crois, de Intérieur Sport, qui est un super docu Canal qui te permet de découvrir des sports un peu plus niches,
ou des athlètes qui sont pas forcément médiatisés, et ça je trouve que c'est hyper important, sous des angles souvent un peu plus fun, un peu différents. D'ailleurs, il y en a un sur Sam Laidlow à Kona l'année dernière où il explose complètement pendant la course. Et ouais, ça j'aime beaucoup Intersport. C'est quelque chose que je recommanderais pour des passionnés de sport dans tous les cas. Et même sans être passionné, ça te permet de découvrir des choses hyper intéressantes. Ouais, ce fameux épisode d'Intérieur Sport, c'est quand même un Français qui performe extrêmement bien. Certes, il va pas au bout de son épreuve, mais il éclate les records sur le segment vélo. Alors il va au bout, hein. Et c'est ça aussi qui est fort. Hein. Oui, il va au bout, ouais. Il aurait pu mettre le clignotant et se dire bon bah de toute façon je suis venu pour gagner et là c'est foutu. Et c'est ça aussi qui fait la beauté de ce sport, tu vois. C'est tu vas vraiment jusqu'au bout de l'effort. Et il finit, je crois, de mémoire 18e de l'épreuve, alors qu'il était en tête jusqu'au peut-être au 15e à pied. Et il fait dans le jargon ce qu'on appelle un popcorn, où il explose complètement et il voit ses concurrents le doubler les uns après les autres. Mais ouais, beau documentaire. Un grand merci Thibaut Vellard, DG d'Ironman France et Belgique, d'avoir été notre invité aujourd'hui. Voici les 3 points clés à retenir de cet épisode. Le premier, c'est que la chance, ça se provoque. Tu ne peux pas rester les bras croisés en attendant que la chance pointe le bout de son nez. Le deuxième point, il n'est pas possible de tout maîtriser. Il faut parfois laisser de l'espace et du temps pour que les coups de peau se produisent. Mais en tout état de cause, rencontrer un maximum de personnes est le meilleur moyen d'optimiser ta chance. Et le troisième point, sois patient, la chance se provoque, mais il faut aussi être patient pour lui laisser le temps d'agir. Merci à tous d'avoir écouté Outdoor Minds. Cet épisode vous a plu? Je vous invite à le partager autour de vous et à me soutenir en mettant une note de 5 étoiles avec un commentaire sympa. Cela m'aidera beaucoup pour faire connaître ce podcast et mettre en lumière tous ces leaders qui le méritent. Vous voulez découvrir de nouvelles personnalités inspirantes? Alors je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. À très vite sur Outdoor Minds.